C'est Midi reçoit aujourd'hui une jeune fille ayant été victime d'agressions sexuelles. Kwasi Etiembla est âgée de 24 ans et est issue d'une famille composée de 5 filles et d'un garçon. Elle exerce comme coiffeuse, décoratrice et cinéaste. Elle est également la directrice de l'orphelinat d'Agnibilekro. Kwasi Etiembla fait ses classes primaires à Bouaké et secondaires à Agnibilekro, mais se voit obligée d'abandonner les études en classe de 4e suite à une tragédie qu'elle a vécue en avril 2010. Elle est aujourd'hui maman d'une fille et nous confie qu'elle l'a difficilement aimée. Tous les détails de son histoire dans un instant avec Jean-Michel Onin. Merci. Mademoiselle Kwasi Etiembla, bonjour. La première chose que nous avons tout de suite envie de vous dire, c'est félicitations, parce qu'en général, les victimes de ce type d'horreur, de viol, ont tendance à ne pas parler, à garder le secret pendant des années. Et vous avez réussi à briser le silence pour venir vous confier sur le plateau de ce midi et par ricochet, inspirer aussi des milliers de personnes qui pourraient se retrouver dans ce cas, parce que les statistiques continuent bien sûr de grossir. Nous vous remercions donc hautement et saluons cette bravoure une nouvelle fois par des applaudissements renouvelés. Alors, pour vous souhaiter la bienvenue à notre façon, toujours de manière artistique, nous avons commis Dr Philo, que vous connaissez bien, pour avoir déjà regardé cette émission, qui arrive tout de suite avec un petit numéro pour vous arracher le sourire tout de même. Le thème du jour, selon Dr Philo. Ouais, non, ça, c'est tas de récoltes. Parce que nous, on parle au nord, actuellement, c'est la pluie. Il faut que je sache récolter. Oh, il y a tout dedans, mon frère. Il y a tout, il y a tout ça là. Monsieur Sulué? Oui. Vous allez bien? Docteur. Vous êtes fatigué là? Ouais, faut ça maintenant. Ça va? Ça va? Ouais, ça va un peu. Ok. Ouais. Ah, docteur, il y a quoi? Mais j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ce matin. Ah, moi, je partais au champ comme ça, mais on me parle pour mon yam là. Ah. Voilà, c'est pour nettoyer en bas. Comme c'est putain de pluie là. D'accord. Ah, j'ai une très bonne nouvelle là. Nouvelle? Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. On n'a pas dit médicament va venir dans le dispensaire du village là. Ce gouvernement, il a fait bien son travail. Oui, hein? attendez d'abord. J'ai une très bonne nouvelle. Bientôt, vous serez papa. Pas? Papa, monsieur Sulué, vous serez papa bientôt. Papa pour faire quoi? Votre ma femme dit tout là. J'ai marié lui, ça fait même pas encore un mois. Sinon, je travaille bien au champ. Mais ça là, il ne travaille pas. Mais elle attend un enfant. Un enfant de qui? Votre enfant. C'est pas ici. Ah, docteur, quand vous venez comme ça, vous n'avez qu'à vous lancer. Tu vois, avant-hier, les gens ils dansaient dans l'église qui n'était pas là. On dit, il y a une femme qui a mis un enfant au monde, mais il ne connaît pas le garçon. C'est là-bas. Voilà, ici c'est Poro. Monsieur Sulué. C'est là-bas, ici c'est Poro. Et je suis venu moi-même vous annoncer la nouvelle parce que votre femme, elle avait peur de votre réaction. Oui. En effet, elle avait été violée. Combien de fois? Elle est venue me voir une seule fois pour me dire ça, une fois. Non, ma femme me viole là, c'est 4 fois. C'est 4 fois, parce que j'ai payé un vélo pour lui, pour son oncle 1, pour lui-même 2, pour son tante 1. Ça fait 4 vélos. Je ne parle pas de vélo. Elle a été violée. Elle a été abusée. Ils l'ont forcée. Quelqu'un a fait ça. Mon femme, il y a tout. Oui, c'est pour ça que quelqu'un a fait un enfant avec lui. Oui. Mais calmez-vous, c'est votre enfant. Nous, on va l'accompagner, on va l'assister. Monsieur Sulué. Non, on a des personnes qui sont là pour s'occuper des choses de cas. C'est bonne nouvelle, mais c'est pas bon pour moi. Monsieur Sulué, attendez. Je parle de votre femme. Monsieur, non, pourquoi attends? Tu dis quoi? Calmez-vous, monsieur Sulué, non, on ne fait pas ça. Monsieur Sulué, attendez. Docteur. Je vous dis... On est pour ça, c'est pour ça que je suis venu.
C'est pour ça que je suis venu. S'il vous plaît, je suis là. On va se calmer. Hein? On va se calmer. Nous allons accompagner votre femme. Calmez-vous. Merci donc à Dr Philo. On n'imagine jamais que ça puisse nous arriver et pourtant ce sont des faits de société. Le cas du viol qu'on évoque dans cette émission sous le thème « J'ai appris difficilement à aimer ma fille née à l'issue d'un viol ». Et pour vous associer à cette thématique, nous vous avons posé la question. Après avoir été violée, votre épouse vous annonce qu'elle attend un enfant. Votre réaction? Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, je suis très heureux de vous retrouver. Très bon début de semaine à tous et à toutes. Comme vous le constatez, nous sommes à Trasheville sous l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Il est à l'origine de souffrances psychiques, physiologiques et physiques. Les conséquences du viol sur l'altération féminine sont indiscutables. Après avoir été violée, votre épouse vous annonce qu'elle attend un enfant. Votre réaction? Garder un enfant de viol dans mon couple, que je ne connais même pas, l'auteur de la grossesse, non, franchement, c'est difficile. Franchement, c'est très difficile de garder cet enfant. Parce que chaque fois que je vois cet enfant, l'image me reviendrait comme si j'assistais à la scène. Parce que je connais vraiment que c'est un viol. L'enfant n'est pas coupable, l'enfant est victime. Peut-être si je regarde le côté social, je garderai l'enfant. Parce qu'il n'est pas coupable, il est victime. Là, ce côté social-là, si je répudie cet enfant, je le mets dans la rue. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il peut devenir délinquant par la faute de la réputation que j'ai faite. Mais là, ce ne serait pas joli à voir. Je serais indigné, mais je dirais qu'on n'y peut rien. L'enfant est là, on est obligé de faire avec. Je ne vais pas renvoyer mon épouse. J'accepterai l'enfant, je donnerai un nom. Du moment où c'est comme si elle avait déjà fait un enfant ailleurs, puis elle et moi on était ensemble, c'est déjà fait, on est déjà là. Mais tout qu'on peut, c'est quelque chose qu'on va partager. Si elle me demande de garder, elle va garder. Si elle me dit qu'on en est, c'est quelque chose qui se passe à deux. C'est ma petite, elle va dire ma femme, pas ma copine, pas une amie de dehors. Ma femme, le couple, c'est se partage, c'est la communication. Donc c'est un de voir comme ça les choses. C'est l'homme qui viole. La femme ose aborder l'homme. Maintenant, c'est fait maintenant dans tout le monde. Mais pour dire la femme violer l'homme, je n'ai pas encore vu ce cas-là. Un peu difficile, mais au fil du temps, ça va passer. C'est comme si c'est un enfant que j'ai adopté. Elle a été agressée, elle a fait. C'est Dieu qui a voulu. Dans le ça, moi je ne sais pas ce que te dire. Moi je ne suis pas encore marié. Et là-bas, je ne vais pas te dire la personne, ça me fait très mal. C'est très mal que ça me fait. L'option, si le cas de la grossesse est avancé, que on ne peut pas vraiment, ça peut peut-être causer des problèmes, l'avortement peut poser des problèmes, on peut garder. Tu vois, mais là, si dès le départ on constate qu'elle est enceinte, que c'est bon, c'est pas vraiment avancé, on peut chercher à enlever l'enfant. Jean-Michel, j'ai une admiration particulière pour ces femmes et néanmoins, je ne souhaite à personne d'être violée et de tomber enceinte par la suite. La suite, la vraie suite, c'est avec vous sur le plateau de ce midi. À vous les studios. Merci beaucoup Chris Paterna-Sémian, dont on a redécouvert des talents de comédien et grâce à la pièce du Dr Philo tout à l'heure. Bonjour autour de la table, Alexandre Branger, Doyen Cassi et Paulus Agathon qui vous attend. Mesdames et messieurs, vous pouvez réagir en direct sur nos plateformes, nos réseaux sociaux alors que se déroule cette émission. Mademoiselle Etia Blas, une nouvelle fois bienvenue. Vous avez été séquestrée et violée pendant 2 jours en 2010. Vous aviez 16 ans à l'époque. Une horreur suite à laquelle vous avez contracté une grossesse, une fillette qui a aujourd'hui 9 ans. C'est en 2018, soit 8 ans plus tard, que vous avez réussi à briser le silence pour la première fois auprès de votre famille. Aujourd'hui, vous arrivez sur le plateau de CMI, nous raconter ces souvenirs noirs et surtout votre nouvelle vie. Merci beaucoup. Et tout de suite, première interrogation, quel type de rapport aviez-vous avec vos parents avant ce jour du drame? Ici, il n'y avait pas une relation en tant que telle avec la famille. Parce que je n'ai pas grandi avec maman, j'ai grandi avec papa et il y avait un sentiment en moi de manque d'affection de mère. Voilà, je n'avais pas vu ma mère pendant longtemps. Et c'était dû à quoi? Bon, elle et mon papa n'étaient plus ensemble et elle était malade, donc elle a dû donner la garde à mon papa. Et c'est comme ça, je ne l'ai pas vue jusqu'à 10 ans après. Et donc,
Il y avait ce sentiment que je la rejetais. Cette sorte de distance entre vous et maman. Oui. D'accord. Et maintenant, pour en venir à la raison de votre arrivée sur ce plateau, les circonstances de votre agression sexuelle, racontez-nous. Donc c'était comme un soir, comme chaque soir. Donc nous, on était de retour d'un voyage, lors d'une cérémonie. On rentrait et c'est comme ça qu'on a croisé un groupe d'hommes armés, on était 2, qui nous ont demandé à ce qu'on monte dans leur véhicule, dont nous avons refusé. Et là, vous étiez dans quelle ville? Nous étions à Nimblécro. À Nimblécro, d'accord. Oui. 2010. Oui. Et ils ont demandé à ce qu'on monte dans leur véhicule, on a refusé. C'est comme ça, l'autre est descendu avec l'âme et il nous a fait rentrer dans la voiture. Donc quand nous sommes rentrés dans la voiture, il y avait 3 personnes. Voilà. Donc suite de cela, on est sorti de la ville, on est parti en direction du cimetière. Et après ça, bon, nous, quand on a vu qu'on sortait en direction du cimetière, nous, on s'est dit que c'était pour finir avec notre vie, on allait mourir. Donc on faisait notre dernière prière. À notre grande surprise, on a vu qu'ils ont fait un détour en ville. Et ils sont rentrés dans une villa au cœur de la ville. Et c'est comme ça, arrivé là-bas, on a vu toutes sortes d'âmes là-bas. On a vu en tout cas ce qu'on voyait à la télé, qu'on utilisait. On a vu là-bas. Et c'est comme ça, on nous a départagés. Moi de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. Et c'est comme ça. Chacune dans une pièce bien précise? Oui, oui, chacune dans une pièce. Bon, c'est pour moi que je sais. Voilà, moi j'étais avec, on peut dire peut-être le chef du groupe. Voilà, et c'est comme ça. Là, on m'a mis dans la chambre et ils ont fermé. Il y avait quelqu'un qui était devant la porte, ils sont sortis. Et ils ont commencé à échanger. Et c'est après ça que ce dernier est rentré dans la chambre. Puis bon. La suite, c'est énormément de violences, violences sexuelles. Vous avez subi. On n'imagine même pas, on n'ose même pas décrire tout ce que vous avez connu dans cette chambre-là. Et ça a duré pendant 2 jours. Au terme de ces 2 jours, comment vous êtes-vous sorti de cette maison? Bon, la journée qui a suivi, on nous a mis dans un véhicule et ils sont partis nous déposer sur un carrefour. Et c'est comme ça qu'ils nous ont abandonnés là. Et on est rentré à la maison. Quand je suis rentrée, d'abord comme il n'y avait pas une communication entre moi et la maman, ce que je lui reprochais. Et vous avez donc informé, j'imagine, votre père? Non. Non? Non. Et pourquoi? À ce moment, j'avais déjà perdu mon père. Et j'étais avec mon père adoptif. Donc je ne l'ai pas informé. J'étais là. Pourquoi vous n'avez pas osé lui en parler? Parce que bon, je voyais pas l'image que les gens allaient me donner. Ça, parce que tout le monde reconnaissait ce groupe armé comme des personnes qui n'étaient pas bien. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire et qu'est-ce que les gens allaient penser de moi? Et qu'est-ce que ma communauté religieuse allait dire de moi? Et voyant la place aussi que mes parents occupaient dans la communauté dans laquelle j'étais, ça me fatiguait beaucoup parce que ça allait ternir leur image, à savoir que leur enfant a été victime de telles choses, de ce genre de choses honteuses. Et c'est comme ça que j'ai gardé. Vous étiez plein de peur, plein d'appréhension. Oui. Mais vous aviez le droit de vous plaindre. Est-ce que vous vous êtes adressé à un commissariat pour porter plainte? Non. Je voudrais savoir, et qu'est-ce qui vous donne le courage aujourd'hui d'en parler devant toute la nation? D'accord. Allez-y. Ok. J'en parle parce qu'aujourd'hui, je suis directrice d'un orphelinat. J'ai 21 enfants. La grande partie est des enfants abandonnés. Parce que la majorité disent non, que ce sont des enfants qui n'ont pas désiré. Ils n'ont pas désiré et ils ne peuvent pas garder. Ou le monsieur ne veut pas. Le monsieur ne peut pas accepter un enfant violé, un enfant de fou. Voilà, fruit d'un viol. Voilà, fruit d'un viol. Donc ces enfants reviennent toujours à l'orphelinat. Et aujourd'hui, ça me fait 21 enfants. Donc j'ai accepté de passer... Aussi jeune et pourtant aux commandes d'une si belle œuvre. Nous aurons le temps de venir sur les détails de ce que vous faites aujourd'hui, mais déjà ça mérite de beaux applaudissements. Merci. Merci bien.
Donc, à l'époque, vous n'en parlez pas à votre père adoptif, encore moins à votre mère, pour des raisons que vous avez évoquées, certaines peurs, le regard de la société. Vous ne portez pas plainte du tout à la police. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez refusé de porter plainte? Mais en ce moment, c'était pas... Tu ne pourrais pas trouver quelqu'un à qui porter la plainte, même si tu allais dans un commissariat. D'accord, c'était donc une période de crise, je comprends bien. D'accord, alors est-ce que vous avez approché un hôpital, peut-être pour des examens? Comme je le disais, j'avais 16 ans sur le moment. Bon, tout ce qui est de ces genres de choses, moi, je ne connaissais rien de ça. Vous n'aviez pas tous ces réflexes à l'époque? Voilà, bon, quand c'est arrivé, d'abord, j'ai fait un mois dans la maison, je ne sortais pas. Parce que j'avais honte de mon image. Voilà, je ne sortais pas. Vous étiez brisée à l'intérieur? Oui, j'étais brisée. Et c'est grâce à un ami même que j'ai pu m'en sortir. Voilà, c'était la seule personne à qui vous êtes confiée à l'époque? Oui, c'était la seule personne. C'était la seule personne jusqu'en 2018 où j'ai décidé de dire à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez parlé de ce que vous avez vécu? Il m'a dit de considérer comme de la même manière qu'en Europe, les gens prennent, ils font des grossesses, comment on appelle ça, des grossesses, là où on prend les spermes de l'autre personne et on est, voilà, il dit de considérer de la même manière parce que le fait de savoir, parce que lui, il n'était pas pour le fait. On appelle ça la conception in vitro. Merci. Merci pour ce voilà. détail. Donc il a demandé de considérer comme ça. Parce que lui, il n'était pas pour que j'avorte. Il voulait que je garde l'enfant. D'accord. Alors ça tout de même, bon, c'est vrai que vous avez découvert 3 mois après que vous étiez enceinte. Et pire, vous étiez à l'école, parce que vous étiez en classe de 4e. Et là, une grossesse indésirée, fruit d'une violence rare. Il a été la première personne à qui vous avez parlé. Et lorsque la grossesse aussi est arrivée, c'est à lui que vous êtes confié. Et il vous a toujours encouragé à ne pas retirer la grossesse. Mais vous, personnellement, est-ce que vous aviez envie de garder cette grossesse? J'étais perdue. Au fait, je ne voyais pas la grossesse, mais j'étais perdue. J'en voulais même à ma vie. Au fait, la grossesse que les gens parlaient, ne me disaient rien, mais je sentais que mon être entier était brisé. Jean-Michel, j'ai une petite question. Allez-y. Mais et ta copine avec qui tu étais là-bas, elle a eu le même sort que toi? Vous avez communiqué ensemble, savoir si elle aussi elle a vécu ça? Elle n'a pas eu d'enfant? Tu étais la seule dans ce cas-là? Mais tu es toujours en communication avec elle? Oui. Et vous n'êtes pas entraînés ensemble pour savoir? Bon, après j'ai eu un sentiment de regret parce que c'est moi je l'avais envoyé. Ce jour-là, c'est moi je l'avais demandé d'aller m'accompagner pour aller travailler. Voilà. Et jusqu'à présent, même quand je la vois, je coule des larmes. Parce que je me dis non, que si je ne l'avais pas demandé de m'accompagner pour aller travailler, ça n'allait pas arriver. Mais là, physiquement, moralement, elle se sent bien là. Oui. D'accord. Alors, une fois que vous découvrez la grossesse, vous savez qu'une grossesse, elle ne se cache pas. Alors, comment est-ce que vous confrontez les parents devant cette réalité-là? Puisque vous ne leur avez pas dit que vous avez été violée entre-temps. Et finalement, il y a une grossesse qui est survenue suite au viol. Il fallait forcément répondre. Oui. Maman me posait la question tous les jours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment tu t'es arrangé pour arriver, contracter une grossesse. Voilà, pour arriver jusqu'à là. Et tout le monde me demandait, sur le côté religieux, on me demandait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que vous répondiez pour vous justifier? C'est arrivé, je suis tombée enceinte. Je l'aimais, je suis tombée enceinte de lui, c'est ça. Mais sûrement vos parents vous ont demandé qui vous a enceinté. Oui. Et qu'est-ce que vous avez... Le qui, c'est pour répondre, c'était difficile. Le qui, c'est pour répondre, c'était difficile. C'est un jour que mon ami l'a dit, trop, c'est trop. Le mieux, c'est qu'on prenne une décision pour l'enfant. À cause de notre amitié, le mieux sera qu'on dise que l'enfant est de moi. Parce que moi, je veux bien que tu gardes l'enfant. Et comme c'est moi, je te conseille de garder l'enfant, je souhaiterais que tu dises que l'enfant est de moi. Et je lui ai posé la question, mais attends, mais toi, tu es blanc. Et moi, je suis noir. Et comment... Ouais, parce qu'une
si vous gardez la grossesse Oui. et que l'enfant naît, forcément, il Oui. devrait apparaître mulâtre. Enfin, C'est si ça. vous voulez, on va dire métissé. Voilà. Et mais- c'est comme ça, il a dit, pour le moment, gérons comme ça. La suite, après, on verra. La suite, si vous voulez la savoir, revenez juste après ce carré publicitaire sur RTI. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bon retour sur le plateau de C'est Midi, juste après les messages publicitaires. Et puis bonne dégustation à vous si vous nous suivez tout en déjeunant. Notre invité témoin de ce jour a été victime d'un viol à seulement l'âge de 16 ans. De toute cette violence est née une fillette qui a aujourd'hui 9 ans. Elle est venue nous raconter tout son calvaire et tout ce qu'elle devient aujourd'hui après cette parenthèse très sombre de son histoire. Mademoiselle Kwasi Etienne Bla, vous nous racontiez juste un peu avant la publicité que vous aviez un ami libanais, très sympathique, qui pour vous couvrir, parce que vous aviez, jusque-là, vous n'aviez pas confié à vos parents ce qui était arrivé, alors pour vous couvrir, il a décidé, en accord avec vous, de faire croire aux parents qu'il était le père ou l'auteur de cette grossesse. Alors, la grossesse, elle dure 9 mois, vous l'avez découvert à 3 mois seulement, vous étiez encore à 16 ans, vous ne savez pas grand-chose. Donc, à 9 mois, l'enfant va naître. Mais avant, comment avez-vous vécu cette période? C'était une première pour vous, une première expérience sexuelle très compliquée, une grossesse, vous étiez complètement bleu. Comment avez-vous vécu votre grossesse? J'étais perdue. Je ne savais rien même. Est-ce que... Pour vous donner des conseils quand même, parce que vous êtes encore très jeune, voilà, quand même, la maternité, ça se prépare et tout ça. Vous n'étiez pas préparé, tout à fait. Voilà. Oui, il y avait la maman, mais je ne m'attachais pas à elle. Je n'étais pas avec maman. Vous vous attachez à qui? En fait, je suis quelqu'un, bon, je suis un peu réservée. Mais est-ce qu'il y avait, au-delà d'elle dans la famille, y avait-il quelqu'un d'autre qui Oui. vous soutenait, qui vous assistait pendant cette période de grossesse? Oui, il y avait ma tante qui était là, la petite soeur de ma maman, qui me soutenait en conseil. On s'est dit, c'est là. Bon, comme elle savait que je ne changeais pas trop avec la vieille, voilà, elle me conseillait beaucoup. D'accord, elle faisait office de maman et de conseillère. Oui. Alors, lorsque votre ami et vous avez annoncé à la famille que c'était lui le père de l'enfant, enfin, l'auteur de la grossesse, ça a été facilement accepté ou il y a eu des complications aussi à ce niveau? Oui, ça a été facilement accepté. C'est passé crème? Oui, crème. Apparemment, il avait... On s'ait dit qu'il a les moyens de s'occuper de vous, c'est ça? Alors, il avait une bonne situation. C'était nous là. Oui. D'accord, ok. Bon, Philo et ses interventions. Allez, donc vous accouchez finalement d'une petite fille. Et quand elle sort, elle est toute noire, je le dis à dessein. Donc, comment est-ce que la famille réagit les jours d'après, les semaines d'après? Bon, la famille a réagi comme ça. Mais attends, on ne comprend rien. Malgré que l'enfant est noir, il dit que c'est son enfant. Mais au juste, il y a quelque chose qui est louche. Les gens disaient, bon, c'était pas son enfant, mais nous, on s'en foutait. Bon, nous, on savait ce qui était là. Donc, ce que les gens disaient, bon, on voyait qu'ils avaient raison de se plaindre parce que, bon, on ne peut pas comprendre que, bon, vous dites que non, le papa, il est blanc et la maman est noire. Bon, normalement, ça devait être un peu... mais même si on dit... D'accord. Alors, finalement, vous avez maintenu cette version jusqu'à ce que lui-même puisse rentrer au pays et puis bon. Et dans cette période, qui vous a assisté financièrement, financièrement, moralement, oui, il y avait les amis qui étaient là. Et il y avait maman aussi qui était là. Malgré qu'il n'y avait pas une collaboration en tant que telle. Elle a joué son rôle. Mais elle a joué son rôle de mère. D'accord. Et avec l'école, puisque vous étiez en 4e, oui. Vous avez contracté la grossesse l'année. Est-ce que vous avez poursuivi vos études? L'année qui a suivi, maman a repayé les coûts. Elle a payé. Parce que financièrement, elle n'était pas posée en ce temps. Donc elle payait par semestre. Et je voyais que ça la fatiguait. Parce que elle avait beaucoup du mal même à pouvoir obtenir l'argent, s'occuper de payer ma scolarité.
on payait aussi les couches de l'enfant aussi. C'était vraiment... Assez de difficultés. C'était vraiment assez. Ok, alors, votre fille a grandi aujourd'hui, oui. un tout petit peu quand même. Est-ce qu'elle vous pose des questions sur l'identité de son père? Oui, à chaque fois. À chaque fois, elle me pose les... Comment elle le formule? Racontez-nous un peu. S'il y a un ami qui vient me rendre visite. Ah, bonjour monsieur, vous êtes mon papa. Et l'ami lui dit quoi? Il réagit comment? Il est un peu étonné, bon... Mais il n'a qu'à lui donner l'argent, il va se taire. Donc c'est dire que votre fille est en manque, est en recherche d'affection paternelle. Oui. Et vous, comment vous répondez à ces questions qu'elle pose? Quand elle me pose la question, depuis qu'elle a l'âge de... Elle a 4 à 3 mois. 4 à 3 mois. Elle dit, au début, elle commençait à dire ces mots. Je l'interdisais de dire papa. Mais il y a comme l'impression que c'est ça qu'elle disait. À chaque fois, même la maman même pour dire, mais peut-être c'est quand elle a eu 1 an qu'elle a commencé, 1 an, 2 mois qu'elle a commencé à dire maman. Donc à chaque fois qu'elle me demande, je lui dis non, que le papa il est en voyage comme le Père Noël. Il vient la nuit, il vient déposer son cadeau et il s'en va. Elle dit, ah, ça cause de ça, souvent quand elle se réveille, elle trouve le cadeau à côté d'elle. Je dis oui. Mais une fois, elle m'a posé la question, mais c'est quel voyage qu'on va et on ne revient pas. Ce jour-là... D'accord. Énorme émotion qu'on peut comprendre. C'est parce que ça réveille forcément des souvenirs très douloureux. Elle m'a demandé c'est quel voyage qu'on fait quand on ne revenait pas, que son grand-père, quand son grand-père partit en voyage, elle a vu qu'il y a des gens qui pleuraient et ils l'ont mis dans une voiture qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Et est-ce que c'est la même chose pour son papa? Je lui ai dit non, que bon, son papa est en voyage. D'accord. Est-ce que vous comptez révéler la vérité finalement un jour à votre fille, quand elle sera peut-être un peu plus grande? Oui. Oui, qu'elle sera en mesure de me comprendre. D'accord. Nous allons tout de suite prendre quelques questions très rapidement avec Paulus Agathon qui suit vos réactions sur nos différentes plateformes sociales. Alors Jean-Michel, on va y aller pour une série de 2 messages. La série est un peu plus longue, mais on va dire que vous avez eu l'occasion de les lire par télépathie. Alors Jean-Michel, on a Jules Béco-Bérouz qui dit l'invité a insinué que ces violeurs sont connus dans la ville. Alors je voudrais savoir pourquoi elle n'a pas trouvé le moyen pour les dénoncer. Ça, c'est le premier message. Ensuite, le deuxième message, il est de Stéphane Conan. À quel moment les sentiments de notre invité vis-à-vis de sa fille ont commencé à changer? Alors, nous allons donc partir sur cette question-là, parce qu'à travers votre fille, j'imagine que vous voyez, puisqu'elle est le fruit d'un viol, vous voyez le visage de votre agresseur. Donc ça vous a mis du temps à l'apprécier pour ce qu'elle est en tant qu'enfant. Alors, à quel moment le changement est venu? À quel moment vous avez changé votre regard affectif sur votre fille? J'ai commencé à l'aimer quand elle a commencé à parler. Parce que une fois, elle a dit, j'étais sortie, je suis revenue à la maison et je sais pas, elle avait regardé, je sais pas, une série. Elle a couru pour m'accueillir et puis elle a dit, maman, je t'aime. Donc quand elle a dit, maman, je t'aime, j'ai vu que bon, elle n'était pas la cause de ma souffrance. Elle n'a jamais désiré être là. Et dès qu'elle a dit « Maman, je t'aime », moi-même en question, j'ai jamais pu dire à ma maman que « Maman, je t'aime ». J'ai jamais dit comme ça. « Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Je n'ai jamais dit ça à ma maman, en dehors d'aujourd'hui comme ça. Parce que j'avais ce sentiment-là, qu'elle m'avait abandonné. Voilà. Ce qui n'était pas le cas. Voilà, mais c'est ce que moi je ressentais. Et quand elle m'a dit ça, je me suis posé la question, mais aujourd'hui, moi, je refuse d'accepter pour moi. Mais demain, comment elle va me juger? Qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, je ne suis pas malade, j'ai rien, je vis et je refuse de l'aimer. Qu'est-ce qu'elle va dire demain? Et c'est là que tout a changé. Tout a changé.
L'amour, quel mot puissant et formidable. Alors, pardon pour la question, votre fille, j'imagine que quelqu'un quelque part se pose aussi cette question, elle vous ressemble plus ou... C'est notre curiosité journalistique. J'ai l'habitude de dire qu'elle fait les vilaines choses. Elle ressemble à ce monsieur. Qu'elle fait les bonnes choses. Elle me ressemble. D'accord. Jusqu'ici, avez-vous revu votre agresseur? Oui, je l'ai revu. Vous l'avez revu? Oui. À quand? Il y a longtemps, c'est après. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En vous, déjà, pour commencer, quand vous l'avez revu? C'est un regard de menace que je l'ai envoyé. Mais lui vous a reconnu? Oui, lui m'a reconnu. Vous avez échangé? J'ai pas accepté. Vous s'est dit quoi? Vous n'avez pas accepté, c'est-à-dire que vous avez continué votre chemin? Vous avez... J'ai complètement brisé tout ce qui me pouvait... J'ai pas laissé l'occasion, quoi. J'ai pas laissé l'occasion parce que la scène... la scène vous est revenue? Voilà. Et j'ai vu qu'en prenant, en l'écoutant bien, ça allait créer d'autres choses encore entre moi et ma fille encore. On n'insistera pas longtemps. Alors savez-vous que la loi ivoirienne punit le viol d'un emprisonnement de 5 à 20 ans et va jusqu'à l'emprisonnement à vie si le viol a entraîné une mutilation, une infirmité ou la mort de la victime. Et comptez-vous porter plainte? Non. Pourquoi? Parce que suite à ce viol, j'ai eu un enfant. Même si je ne le reconnais pas aujourd'hui, même si je le connais ou pas, ou même qu'il soit vivant ou mort, je ne souhaiterais pas porter plainte contre lui. Et pourtant, si vous portez plainte, vous pouvez sauver aussi la vie d'autres personnes. Peut-être que c'est un récidiviste. Et après, c'est quand même un crime de violer quelqu'un. Ma fille subit déjà le choc d'être seule sans papa. Et je n'ai pas envie encore qu'elle ait un père derrière les barreaux. Moi, je ne l'ai pas donné. Un agresseur aussi? Oui. Moi, je ne l'ai pas donné parce que je considère que lorsqu'il faisait ça, il était inconscient. Oui, je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas donné parce que aujourd'hui, moi-même, je sensibilise des femmes à pardonner. À pardonner. Bon, au fait, excusez-moi rapidement, vous lui pardonnez. Aujourd'hui, vous êtes à la télévision, il vous voit, il vous reconnaît. Vous êtes dans la même ville, vous repartez, et puis il essaie de vous rencontrer. Ah, je vous ai vu à la télévision, vous avez dit tout ça, donc j'ai une fille. Pardonnez-moi, remettez-moi ma fille, voilà. Est-ce que vous allez accepter? Il est le père quand même. Si vous ne voulez pas porter plainte... Il est toujours en liberté. Voilà. Il faut réclamer justice. Hein. Si c'est ressaisi, qu'il revient, il dit j'ai ma fille, je regrette. Moi, je t'ai déjà pardonné. Voilà. Donc, l'enfant, je ne vais pas la priver de connaître son papa. Ok. D'accord. Nous avons compris votre point. C'est quand même la grandeur d'âme de pouvoir pardonner après un... Voilà. C'est à elle de juger si elle veut le considérer comme son papa ou... C'est à elle de le juger, quoi. Moi, j'ai déjà pardonné. Ok. On a bien compris votre point. Vous avez, au terme de tout ce que vous avez traversé, aujourd'hui, vous travaillez dans la décoration. Oui. Également dans... Réalisatrice, productrice. Vous avez ouvert en 2017 une structure de production cinématographique. Oui. Vous avez ouvert une ONG pour assister les orphelins, les veuves. Avec quels moyens vous faites tout ça? Vous êtes aujourd'hui en charge de 21 orphelins. Oui. Comment vous vous occupez d'eux? Bon, comme je l'ai dit, avant de faire l'ouverture de l'orphelinat, j'ai mis une structure avec l'équipe. On a mis une structure de cinématographie en place. Parce qu'on a vu qu'à l'extérieur, il y a des talents, mais par manque de moyens, par manque de connaissances, ces talents-là se retournent au cimetière. C'est super bien, vous mettez en Donc, avance. on exploite
en attendant comme des amateurs et quelque chose de bon est sorti. C'est très bien ce que vous faites. Alors, les moyens, vous les trouvez où? Oui, dans la structure cinématographique. Cinématographique, ok. Et quel est votre, au-delà de ça, quel est votre métier aujourd'hui? Votre métier principal? Je suis coiffeuse décoratrice. J'ai fait les maquillages de films d'horreur. C'est ça ma spécialité. Oh, c'est super, c'est très bien. D'accord. Okay. Alors, nous allons, pour les besoins du temps, tout de suite poser la question au doyen Kassi. Quel conseil pouvez-vous donner? Quelle réaction avez-vous devant l'histoire de cette jeune fille qui, après avoir vécu un tel drame, aujourd'hui s'est muée désormais en bénédiction pour sa société, avec cette ONG, avec ses activités? Nous vous suivons tout de suite dans la Minute du Doyen. Kassi Kouadio, c'est la Minute du Doyen. Devant toute situation, rechercher le positif et fuir le négatif, c'est choisir le bonheur dans un monde plein de malheur. Pardonner et chercher à oublier, c'est se nettoyer des souillures de notre bas monde. Ce n'est pas vous qui devez avoir honte. La honte ne vous revient pas. C'est celui qui a commis cet acte qui devait en avoir honte. Vous, ça devait plutôt vous faire prendre conscience, bien que le viol soit une vilaine chose, ça devait vous faire plutôt prendre conscience de votre valeur de femme. La femme est précieuse. La femme a un grand règne, bien que ça ne dure pas. Nous les hommes, notre règne est petit, mais ça dure. Donc, je vais vous demander, comme vous le faites déjà si bien, de tourner cette page sombre et d'embrasser la lumière. La vie est encore devant vous. Du courage. Mademoiselle Etienne Blas, nous vous remercions d'être passée sur le plateau de ce midi. Merci pour votre courage et surtout, nous embrassons votre fille. Et bravo aussi pour votre cœur. C'est ce cœur qui a la capacité extraordinaire de pardonner. Merci d'avoir su surtout, disons, vous métamorphoser après ce calvaire que vous avez vécu. On est très admiratifs. Félicitations à vous. Merci. Et bonne continuation. Merci. Et puis, petite information, mesdames et messieurs, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, si vous avez été victime de viol, le gouvernement ivoirien a mis en place des structures telles que le centre Pavios d'Atekoubé, qui est le centre de prévention, d'assistance aux victimes de violences sexuelles. Il y a également aussi le centre d'excellence de Boaké. Voilà. Pour la suite de cette émission, nous allons retrouver tout de suite, sans tarder, notre